j'en profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe aïe aïe. C'est le 50e jour. En direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un gars. C'est grâce à lui qu'on connaît le 9-4 sur une carte. Et si on te dit c'est du lourd. Hein Manu, c'est un sacré morceau. Aïe aïe aïe, il est là. Salut à MK, toi. Ouais, ça comment va, frérot? Ouais, super, un peu de Tranquille? forme. Ouais, ça va. Donc vas-y, on va commencer. Hein. Comme on a dit, du lourd. Ouais. Alors tu as commencé par ton parcours, ton parcours de vie, ton parcours scolaire. C'était quoi le petit Manuquet? Petit Manuquet, comme tout jeune de banlieue, il aimait le foot avec 2 bouteilles et des copains dehors. Voilà. Allez, suivait un petit parcours scolaire pas très ambitieux, mais assez pour profiter de la vie jusqu'en 5e, hein, pour profiter de la jeunesse. Et puis après l'école buissonnaire où je me mets à chercher un peu du travail et j'y arrive pas. Et je découvre cette passion musicale à l'âge de 16-17 ans et qui m'a jamais lâché aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. J'ai suivi un petit parcours scolaire, une petite enfance assez perturbée avec les parents qui n'étaient pas... voilà, des petits défauts avec les parents, mais il fallait surmonter tout ça. Je l'ai bien fait, puis on a continué à vivre comme ça. Ouais, mais là, de ce que je connais de toi, dans tes textes, c'est souvent, ou même dans les interviews que tu as fait, tu parles souvent de tes grands frères comme... je suis le gardien de mon frère. Oui, tes grands frères l'étaient, quoi. Ouais, bien sûr. Les grands frères, c'est le moteur, en fait. C'est ce qui m'a forgé, ce qui m'a aidé à grandir, parce qu'ils étaient là avec une bienveillance totale. Chaque jour, ils m'emmenaient, ils me faisaient découvrir des choses. Ils ont quitté le foyer familial très tôt, donc forcément, moi, ça m'a un peu abattu parce que j'étais toujours derrière eux. J'avais à peu près 10 ou 12 ans de moins qu'eux. Et quand ils ont quitté le foyer familial à l'âge de 18-19 ans, bah moi, j'étais très affecté par rapport à ça. Et puis même moi, j'avais 12-13 ans, je prenais le métro, j'allais à Riquet, où ils habitaient dans un petit studio, et j'allais les rejoindre le week-end. Et ça me faisait énormément de bien de revoir mes grands frères. Et puis je les suivais dans tout ce qui était... tout ce qui était après-midi dansante, qu'ils organisaient à la maison, un petit peu partout dans les booms et tout. Parce que là, si je reprends ta discographie, à un moment donné, tu parlais d'un triste point en commun. C'est-à-dire que tu as grandi sans père. Donc, comment maman elle a pallié l'absence du père? Ouais, maman faisait les 2 rôles, puis l'absence du père, sûrement une vie bouleversée par tous ces problèmes familiaux. Ma mère elle a très mal vécu. Donc, à l'hôpital très très tôt, elle n'avait même pas 45 ans. Donc, moi, j'étais jeune et je suivais tout ça. C'était un parcours Tony vraiment, vraiment scandaleux à la maison, tu vois. Moi, j'en parle aussi dans mon livre. Et tout le temps aller à l'hôpital et rendre des visites à la mère qui nous supportait, tu vois, qui nous a élevés, qui nous a portés jusqu'à l'âge à peu près de 18 ans, tu vois. Et mon père était déjà aux Antilles, il avait déjà vécu sa vie. Et puis, c'est ma mère qui assumait tout. Parce que souvent, si on te suit dans tes réseaux sociaux, souvent tu mettais ta mère en avant, à son âme, et souvent ça revient, et je vois que c'était un garçon, Manuquet, c'était un garçon qui était accroché à sa mère. Et t'es le combien de ta fratrie? Je suis le 4e, je suis le dernier garçon. Voilà, il n'y a pas d'enfant après toi? Non, il n'y a pas d'enfant après moi. Bah ça se comprend. J'étais toujours pas... Je lui dois tout, en fait. Ma mère, je lui dois tout parce qu'elle m'a élevé, elle m'a porté, c'est une femme qui avait des valeurs. Voilà, elle nous laissait jamais crever de faim. Quitte à elle se mettre en péril, mais elle nous a toujours supportés, quoi. Parce que tu disais, chez vous, vous n'avez pas grandi avec le gun, mais plutôt avec le fun. Voilà. Les fins de mois sans bouffe, parfois c'est triste comme le deuil. Exactement, ouais. Et il y a une phrase de cette chanson qui fait écho en moi, en fait. Puisque, bon, ça, c'est des musiques qui datent, qui ont plus de 20 ans. Hein. S'ils ont plus de 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Hein. C'est vrai, triste point commun, ouais. Et il disait que quand on tombe, on se relève. C'est ça la différence entre nous et le faible. Exactement, ouais. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de véhiculer via cette émission. Et bah voilà, t'es l'ambassadeur de cette phrase. Ouais, c'est Triste point en commun. C'est un morceau très très fort qui est sorti dans mon album avec Lil Jason et Kerry James, qui date aujourd'hui de 25 ans, ce morceau. Il est produit par Yvan Jacquemet, qui avait un groupe avec Double Pas, qui a fait énormément de musique, qui a fait
qui a composé aussi avec DJ Mehdi, paix à son âme. Et voilà, c'est une musique c'est un morceau assez fort qui revient dans la tête à chaque fois parce que on a pris le temps, la thématique est forte et triste point en commun. Chaque parole, vous écoutez sur YouTube, elle y est encore. Hein, chaque parole, chaque phrase a un impact très Et fort. encore d'actualité en vrai. Exactement, ouais. C'est vraiment une thématique qui restera toujours parce que c'est vrai. Et... C'est la vie. Ouais, c'est juste la vie, quoi. Exactement. Et Manu K, c'est pas que le rappeur, c'est pas que la meuf avec un free, c'est Manu K, c'est un genre de basket. Mais, tu vois, quand on prend ta biographie ou dans ta vie, c'était pas le basket, c'était le foot, Manu K. Ouais, c'est le foot. Après, tu vois, on dérive sur autre chose, on voit autre chose. En général, moi, c'est le basket, mais en fait, c'est le sport en général, quoi. Le sport, c'est une école de vie, moi, c'est le sport. J'adore tout ce qui est sport collectif, j'adore plein de choses, je m'identifie pas exactement au basket. Voilà, le basket aujourd'hui, c'est ma vie. J'en ai fait ma deuxième passion après la musique. Mais c'est aussi, j'aime le football, j'aime le hand, j'aime regarder le baseball, j'aime regarder plein de choses voilà, qui te cultivent dans la vie. Toi, sur tous ces sports qui sont assez emblématiques dans le monde entier, moi, ça m'intéresse, quoi. Les différents coachs, les différentes équipes, comment elles changent, comment elles s'articulent, tout ça, ça m'intéresse, en fait. Et je voudrais te poser une question, c'est est-ce que tu as toujours été leader dans ta vie? Parce que tu vois, regarde, quand on suit l'histoire de la meuf avec un free, tu étais le grand frère de la meuf avec un free. Quoi que t'en dises, tu es avec différents types. Quand les gens ils venaient voir, quand tu disais que Kerry venait vous voir danser et tout ça, tu l'as pris sous ton aile. Et même une phrase qui a été dite Carlito, que toi, tu es un dénicheur de... Découvreur de talent tout quand même. Voilà. Exactement. Donc voilà, et est-ce que tu as toujours cette fibre de leader? En plus, c'est bizarre parce que tu es le dernier de la famille. Ouais. Comment ça se fait que tu as été leader? Bah, je suis le dernier, mais rattaché à moi tout seul en un moment. Tu vois, quand mes frères sont partis, bah, j'ai été obligé de me faire une ligne de conduite et j'étais tout seul, dévoué à moi-même. Donc à partir de là, bah, je ne devais pas rester sans rien faire. Et comme je t'ai dit, il y a cette passion qui m'accroche. Et à partir de ce moment-là, je ne lâche plus. Pendant 10 ans, on a été avec Mehdi, on a été à chercher des concepts, des musiques, chercher à voir comment on allait émanciper notre musique. On est parti d'une feuille blanche, on ne savait même pas comment enregistrer au début, tu vois. Et ça sort de sa chambre, tout sort d'un petit placard, tout sort d'une mixtape, tout sort d'un petit mobile, un mobilhome à 4 pistes. Et c'est comme ça qu'on a appris à s'écouter et s'apprécier. Et puis on a su qu'on allait faire mieux. Et puis bien sûr, il y a cette musique outre-Atlantique qui nous inspire. Mais nous, la propre inspiration, c'était nous-mêmes, tu vois. On se poussait, on se challengeait à nous-mêmes, on se dit, ouais, on peut faire mieux musicalement, dans nos textes, on peut faire mieux. Et puis ça a duré 5-6 ans, jusqu'à les rencontres. Et puis la vie, c'est des rencontres constamment. On rencontre des belles personnes qui nous disent, voilà, je fais un label, ah ouais, on s'accroche à eux. Et au fur et à mesure, on construit notre brique comme ça. Et puis, parce que je vois, tu sais, t'as été parolier. Ouais. Tu as été manager, même producteur. Ouais, bien sûr. Et tu sais, un homme avec plusieurs casquettes comme ça, tu vois. Et comment ça se fait que t'es pas resté dans le show business? Ouais, c'était pas ma vocation première, tu vois. Moi, je faisais ça par passion et j'aimais tout ce que je touchais hors de musique et derrière la musique, je kiffais, quoi. Quitte à être en avant de la scène, qui est derrière, en studio, derrière la table de mixage. Moi, je kiffais de réaliser, participer, booster les gars. Moi, je kiffais ça. Et pas dans le show business, non, ça m'intéressait pas sans plus, quoi. D'accord. Et Manu K, il a 2 vies. Ouais. La première vie, c'était le Manu K rappeur et tout ça, avec des textes, celui qui est le texte le plus posé de la meuf avec un free. Tu sais, on parle de hardcore et compagnie. Tes textes, ils ont toujours été conscients. Ouais. Que dans tous tes albums, c'était pas ouais, on fout la merde ou nanana. C'était vraiment, même dans la mixtape Traîner la nuit, t'étais toi le plus soft. Tu sais, avec des paroles le plus posées. C'est dû à quoi en fait? Est-ce que t'étais pas dans le mood des freestyle, dans le mood freestyle racaille? C'est pas. Ouais, c'est des choses que j'aurais pu faire aussi, mais moi c'était des textes qui me ressemblaient en même temps, tu vois. Pas aller faire des trucs qui me ressemblaient pas, ça m'intéressait pas. Moi je parlais de mon vécu, ce qui me ressemble, je le faisais bien comme ça et les gens ils aimaient. Donc je continuais, j'étais assez soigné dans mes textes. Il y avait du vécu, mes histoires parlaient des choses qui étaient réelles, tu vois. J'avais un début, un milieu, une fin. Ça racontait toujours des choses et à la fin ça devenait positif, tu vois. Je mettais toujours en alerte les jeunes et les plus jeunes. Grave. Et maintenant le basketteur. Yes.
comment t'es tombé dans le basket? Le basket, tu vois, tu tombes dedans dans une marmite par passion, hein. À l'âge de 17 ans, il y a un gymnase qui se crée à 10 mètres de chez moi. Je le vois sortir du sol. C'est un gymnase qui s'appelle Robert Desnos à Orly. Je regarde, il y a une ambiance formidable où il y avait les filles à l'époque jouaient quasiment en milieu professionnel. Donc j'y vais. C'est une nouvelle passion. Je découvre, il y a une ambiance de fou. Puis je m'inscris au basket dans l'école où j'étais. Et on me dit, voilà, c'est lui le coach, j'y vais, je me présente, je veux faire du basket. Et moi, je jouais sans plus, quoi. Je tripotais un peu la balle. Et puis, j'étais assez longiligne, j'étais assez tu vois, mobile. Et puis, le coach, il me dit, bon, viens dans notre équipe, mais là, c'est la fin de l'année. Et puis, lui, il avait une certaine façon d'amener son équipe, de leur faire découvrir un peu chez lui ces matchs NBA qu'on voyait, tout. Et puis, moi, c'est la première fois que je vois ça et je vois le grand Magic Johnson. Et Tu le ressembles un peu à l'époque. c'est ce qu'on dit, ouais. Tu le Et ressembles. 2m06, meneur de jeu, il tripotait la balle, des passes aveugles. Et voilà, j'étais séduit par ce truc. Et puis en 92, la Dream Team à Barcelone, voilà, la meilleure équipe de tous les temps. Et ça m'a emporté, puis j'ai pas lâché à partir de Moi, là. j'ai aimé Charles Barkley, moi. Charles, ouais, c'est les joueurs qui sont indémodables, quoi, si tu veux. Et je vais te dire un truc, tu vois, ton association dans Ouais, comment t'as grow up dans le basket. yes. Tu sais, c'est un truc qui, moi, ça m'étonne, tu vois, parce que, tu vois, t'as excellé dans la musique, Mhm. et là, t'excelles dans le basket. Tu vois, Ouais. là, t'es dans le milieu professionnel. Ouais. Comment t'as fait pour exceller dans deux endroits, tu vois, parce que des fois, c'est dur d'exceller dans un seul endroit, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Bah, c'est l'enrichissement de plein de choses, en fait. Moi, je commence à jouer au basket à Orly. J'ai joué jusqu'à l'âge de 35-36 ans en National 3. Et puis après, voilà, j'allais voir des potes qui étaient déjà professionnels, hein. Des potes à moi qui jouent en pro depuis une dizaine d'années. J'allais à leur entraînement. Je voyais un peu les coachs, un peu comment ils maniaient leur façon de faire, de regrouper l'équipe et tout. Et bah, je me disais, bah, on verra un jour. Et puis le club, une certaine époque, décide de me dire, est-ce que tu veux pas reprendre l'équipe senior? T'es là depuis longtemps et tout. Bah, je me prête au jeu, quoi. Je dis, vas-y, on va y aller. Et puis ça m'a plu, de plus en plus, ça m'a plu. Et puis je me suis lancé comme ça. Je suis resté longtemps dans un milieu qui était départemental, régional. Et puis, il n'y a pas longtemps que je suis dans un milieu pro. Et c'est venu bah, l'échelon en montant, comme tu disais, hein, les stand-up, tu vois. C'est monté petit à petit. Et puis, je me suis accroché, puis j'ai jamais lâché. Et est-ce que comment tu gères ton équipe? Tu vois, tu gères l'équipe, Mhm. je sais que tu es coach adjoint. Ouais, exact. Comment tu gères l'équipe? Mhm. Est-ce que c'est comme quand tu gérais, par exemple, un groupe, un collectif de rap? Est-ce que tu as besoin d'aller voir des individualités, dire, ouais, toi, voilà, Mhm. essaie de caresser dans le sens du poil certains Mhm. gars, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais, Ouais, des fois, dans chaque groupe d'hommes, il y a toujours des conflits, des exactement. conflits Ouais, plus ou moins gros. Tu exactement. vois ce que je veux dire? Et Ouais. comment tu gères ce genre de truc? Ouais, il y a beaucoup de similitudes parce qu'avant tout, on fait un travail qui est humain, tu vois. Quand on est sur le terrain, les joueurs parfois se sentent bien et parfois se sentent mal. C'est un travail qui est en commun, c'est un travail qui est humain et dans la musique, pareil. Donc, quand on est en communauté, quand on est un groupe, forcément, il y a des joueurs qui vont être un peu en dilettante, d'autres moins et d'autres dans la fatigue. Au fur et à mesure qu'on construit l'équipe, qu'on avance dans le programme de l'année, de la saison, bah forcément les caractères changent. Bah là, c'est mon rôle un peu d'aller les voir, leur dire qu'est-ce qui va pas et tout, et pour être le bouclier du coach et j'en réfère au coach. C'est un peu comme ça et ça a été un peu comme ça dans la musique, d'aller voir les mecs, toujours se sentir bien, parce que c'est ce qui fait que le joueur va être optimum et au top de sa forme, tant qu'il sera bien, tant qu'il sera dans les meilleures façons pour optimiser sur le terrain. Bah c'est comme ça, il faut aller le voir, faut prendre soin des mecs pour performer en fait. C'est comme, regarde, je te donne un exemple. Mhm. Par exemple, il y a un joueur là, il est en dessous. Ouais. Là, il est pas bon, Ouais. mais il veut jouer. Il Ouais. veut jouer. On va Ouais. dire, bon, là, gars, tu fais pas partie des 5 et tout ça. Comment tu fais? Est-ce que c'est de la même façon que tu vas gérer un type, tu sais, dans le groupe, tu sais que son, Ouais. 16, il est nul. Ouais, Tu c'est vas dire, pareil. ouais, bon, on va enlever ton 16, frérot. Mm. Il y a moyen de faire mieux, voilà, on va l'enlever. Ou tu poseras dans un autre morceau, tu Ouais. vois, tranquille. C'est pareil. Voilà, en ce moment, je te sens pas, t'es pas bien, qu'est-ce qui te manque? Voilà, il faut qu'on travaille parce que moi aussi, je fais de l'entraînement individuel. Donc, il va falloir qu'on travaille pour retrouver tes sensations, tout ça. Je lui parle de ça et puis il me dit, ok, vas-y, on se remet dans le bain. Eh ben, dans le rap, c'était pareil. Des fois, il y avait des 16, des couplets qui étaient merguez. Ben, on prenait le mec, on lui disait la vérité. Même moi, ça m'est arrivé, hein. Des fois, t'arrives pas à écrire.
ah ben, on se concertait, on se disait, bah, ça c'est moins bien, change ces 2 phrases, 3 phrases, on s'y mettait à tous, on refaisait le puzzle, et puis le mec il retournait en studio, et puis c'était bien. Ben, le basket c'est pareil, 3-4 jours après ou une semaine, ben, le mec, ça y est, il a repris son inspiration, il est plus mobile, il a plus d'impact, et puis voilà, c'est ça. Est-ce que tes joueurs, ils connaissent ton passé de rappeur et tout le monde connaît mon passé. Tout le monde, sinon les joueurs le font découvrir à ceux qui connaissent pas, les étrangers ou les mecs qui viennent de Babelloued, tu vois. Mais ça les inspire quand ils te voient, ils disent ah ouais, mais en fait là je suis avec un vrai gars quoi. Ouais, parce que notre parcours Mafia Qu'un Free c'est une inspiration qui voilà, qui sera toujours là, qui est ancrée, qui a traversé toutes les générations, donc forcément il y a des morceaux qui inspirent, des morceaux qui motivent, il y a un effet de groupe qui a motivé, et ça reste sur l'être humain, en fait. Tu vois. Et toi, maintenant, là, t'as envie de passer la chose, de dire, ouais, bon, c'est bon le rap, maintenant, moi, je suis le basket. Ouais, depuis, c'est acté, tu vois. T'as plus de relations avec les anciens? Si, bien sûr, on s'appelle, on se voit quand on veut. Moi, je fais un métier qui prend énormément de temps, pratiquement jamais là pendant 8 à 9 mois de la saison. Mais on essaie de s'appeler le plus souvent. Maintenant, il y a la technologie. Hein. Je parle à WhatsApp, on se parle et tout. Mais cette passion est toujours, tu vois, elle est toujours là. Mais on a mis ça de côté parce qu'il y a un métier qui est prenant. Et voilà, maintenant, il faut faire autre chose, il faut vivre surtout. Et en plus, là, je vois aussi, quand tu suis sur Instagram, tu es vraiment un papa gâteau. Ouais. Hein, avec ta fille, t'as qu'une seule fille? Ouais, une seule fille, ouais. Donc, elle est gâtée. Je vois toujours joyeux anniversaire, ma fille. Ah, ma fille par-ci, ma fille par-là. C'est important, c'est important. Comment c'est quelle sorte de papa? C'est le papa que tu aurais voulu être, le papa que tu aurais voulu avoir? Ouais, après, les générations ont changé, tu vois. On essaie de donner le maximum d'affection à nos enfants. Et dire les choses, quoi. Dire les choses que peut-être que nos parents n'ont pas pu faire, ou ont fait différemment ou maladroitement, tu vois. Mais je regrette rien, tu vois. Mon père, il était un peu... il avait, comme on dit, il avait la caresse un peu facile. Et c'est les Antilles. Ouais, c'est les Antilles. Mais je regrette rien. Je suis dans la droiture, j'ai jamais fait de prison, Dieu merci, tu vois. Et c'est peut-être grâce à ça en même temps, tu vois, parce qu'il a été ferme, il a été dur. Et moi, j'avais une direction qui était... voilà, c'était comme ça. Et ma fille, j'essaie de lui inculquer ses valeurs en étant plus positif, en lui laissant faire ses choix. Et je sais qu'elle travaille bien à l'école. Elle travaille, elle est majeure maintenant. On a des rapports super fusionnels et au-delà, tu vois. C'est vraiment un amour riche, en fait. Voilà. Et elle est attirée par le basket aussi? Non, du tout. Mais le sport, forcément, elle a fait du double dutch. C'est le saut à la corde qui vient des États-Unis. Et puis, des fois, elle vient avec moi au Quai 54, elle vient avec moi au basket. Et voilà. T'aurais aimé qu'elle soit basketteuse? Pas forcément, qu'elle fasse du sport. Une braqueuse, ouais. comme ils appellent les genres de... Yes. Non, pas forcément. Après, moi, j'incite à toute génération plus jeune de faire du sport parce que c'est une école de vie. C'est quelque chose où tu vas te dépenser, tu vas t'émanciper. C'est quelque chose où les enfants ont besoin de ça, en fait, de se sentir bien, physiquement, et puis c'est bien pour leur corps en même temps, tu vois, ils se développent et tout. Moi, j'incite à toute génération, et tous les plus jeunes et les moins jeunes, de faire du sport. Aujourd'hui, je vois que t'es un homme accompli, ouais. Heureux dans sa vie, heureux dans ce qu'il fait. Ouais, j'essaie, ouais. Bah, c'est ce qu'il faut. Ouais. Donc là, je vais te poser la dernière question du Didi Cool TV. Yes. La question à $2000. Aïe. $2000, c'est 1850 € à peu près. Aïe. Alors, c'est la cité en quelques mots. Comment tu la décris? La cité, toutes les cités, on va dire, toutes les cités sont les mêmes, en fait. Tu retrouves toutes sortes de personnages, comme dans toutes les cités, que ce soit Marseille, Lyon, Orly, La Courneuve, Ménilmontant, partout. La cité, c'est un mélange de cultures. C'est des gens qui ont grandi ensemble et peut-être après, ils ont des chemins différents ou des problèmes. Bah, ça arrive dans toutes les cités. On est au cœur du monde, on est comme ça entre amis, cousins, frères. Et voilà, la cité, c'est une grande richesse, ça t'apprend beaucoup de choses. Et ceux qui restent, ils restent. Ceux qui meurent là-bas, ils meurent. Mais en tout cas, c'est toujours bon d'être passé dans la cité. Et il y a une phrase de Carletto qui dit tu peux quitter la cité, mais la cité ne te quitte pas. Aïe, ça c'est le mot de la fin. Ça, voilà. Ça c'est le mot de la fin. Voilà. Et ça, il y a aussi un gars, moi, qui t'apprécie beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un de chez vous. Il s'appelle Ronnie. C'est quelqu'un du 9-4, des Saules.
Et il te big up. Ouais, fort. je le big up aussi alors, Ronnie. Ouais. Ouais. Donc voilà pour le mot de la fin. Merci. Est-ce que je peux monter dans ta caisse? Parce que tu disais monte dans ma caisse, Yes, gros. gros. On roule vers la fortune. Ah, c'était beau, c'était une belle époque, la manuscrit. Aïe aïe aïe, aïe aïe. Bah merci Manu K. Merci à toi, On est super. ensemble Ok. comme jamais. Yes. Et bonne continuation. Et vas-y, l'année prochaine, fais-nous vibrer avec ton équipe, Oh, Inch'Allah. on va essayer, toujours. Positif. Yes, I. Yes, peace.